Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit débrief des deux affiches du week-end dont on vous avait parlé lors du dernier podcast Comment va la boxe et aussi avant combat. On va commencer par la soirée anglaise avec la tête d'affiche qui était donc le championnat du monde WBA, donc la ceinture qui est détenue par Leigh Wood dans la catégorie des poids plumes, et il affrontait son compatriote, Josh Warrington. Autant vous dire que ce combat a tenu toutes ses promesses. Vous savez que ça fait maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années, que je défends que la catégorie des poids plumes est de loin la plus belle des catégories. Selon moi, c'est la plus attractive. Les gars nous font des combats engagés, puis ça boxe bien. Alors voilà, Josh Warrington qui avait une nouvelle chance mondiale. On l'avait bien expliqué dans la dernière vidéo, dans le dernier podcast. On avait expliqué que Josh Warrington était un petit peu privilégié, va-t-on dire, mais il s'est vraiment comporté comme un challenger. Il a tout donné dès les premiers rounds, un combat très engagé. Quand je vous dis se comporter comme un challenger, c'est-à-dire qu'il savait qu'il fallait qu'il en fasse plus pour venir gagner les rounds. Et surtout, sa stratégie, c'était clairement de rendre le combat impossible pour Leigh Wood, dans le sens l'empêcher de développer son allonge, de développer sa boxe, de mettre en place une tactique et de venir un peu, si je peux dire ça vulgairement, pourrir le combat. Pour ça, il était prêt à tous les moyens. Leigh Wood s'est laissé un peu déborder lors des premiers rounds. Il avait du mal à gérer cette fougue de Josh Warrington, qui est massif pour un poids plume. Voilà, j'en ai un petit peu ri sur Instagram en le comparant au personnage Hippo, parce qu'il a une sacrée masse musculaire, ce combattant. Et Leigh Wood, il avait du mal à gérer un peu ses assauts au début du combat, mais j'arrêtais pas de me dire, si il réussit à laisser passer l'orage quelques rounds, qu'il tient le choc, ça va être compliqué pour Josh Warrington la deuxième partie de combat. Et d'ailleurs, Josh Warrington, il a commencé à un petit peu plus se mettre sur les jambes. Il avait besoin de récupérer dans les rounds parce que la débauche d'énergie incroyable qu'il a laissée, il est vraiment allé à la bagarre. Et c'était efficace, il touchait, et Leigh Wood, il s'est fait pas mal de fois quand même un petit peu déborder et bousculer, et parfois même un petit peu touché. On sentait les jambes un peu fébriles sur certaines attaques. Mais il est resté lucide, même si on sentait qu'il était ça commençait un peu à le sortir du combat, tu sais, quand tu commences à chercher un peu l'arbitre, à te plaindre un peu des chocs derrière la tête, même des frappes derrière la tête, même si c'est vrai, c'était légitime, mais ça montre des signes de, tu vois, le corps et l'attitude parlent pour toi. Et au final, ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il est resté lucide, il a gardé son sang-froid, et il s'est dit, je vais pas rentrer dans son jeu, pas rentrer dans sa boxe. Et ça, c'est pas facile quand t'as un mec qui t'impose comme ça un volume de coups, d'aller à la bagarre. Et il essayait de reprendre de la distance, d'appliquer sa boxe, de placer son bras arrière, intelligent, boxer intelligemment, jusqu'à ce que, arrivé au fil du 4e, 5e, 6e round, on sentait Warrington de plus en plus fatigué, mais ça continuait à être lui qui, pour moi, menait et était le plus efficace et le plus précis dans les attaques. Et alors après, il y a là on sentait que déjà Leigh Wood, il avait repris les choses en main. Et alors il y a c'est un contre, même c'est Warrington qui s'avance, en fait il va envoyer un coup au corps, il se découvre et il prend un crochet contre. Et alors après la série de crochets, lui il est un peu KO debout, sa réaction, alors comme il est un peu KO debout, il veut accrocher. En voulant accrocher, il se découvre encore plus, parce qu'il vient vers l'avant comme ça, là, c'est limite un cadeau, il offre son menton, et Leigh Wood lui met une série de crochets. Oh là là, impressionnante série de crochets. Je crois qu'il y a 4 ou 5 coups qui touchent nettement, au moins 4 coups qui touchent nettement après qu'il ait touché, tu vois. C'est là que tu reconnais un très bon finisseur, et c'est là que tu vois toute la lucidité du gars, parce qu'il ne s'est pas précipité n'importe comment. Quand il a touché, en fait, tu sentais que c'était le moment qu'il attendait. Moi, je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il en fasse un petit peu plus, Leigh Wood, pour justement se créer cette ouverture? Et en réalité, non, ça m'a donné tort, parce que... Alors, ça m'a donné raison, parce que j'ai vu que Warrington, il avait laissé trop de plumes
dans les premiers rounds, et ce qui est normal, hein. C'est beau ce qu'il a fait pour le spectacle, c'est beau, mais c'était compliqué à gérer au fil des rounds. Et Legwood, lui, il m'a fait mentir par rapport à ce que je me disais en regardant le combat, c'est-à-dire que, non, il a été intelligent en fait, il a juste été très intelligent. Et il remporte ce combat avec ce KO exceptionnel. Alors, je me disais, juste à petit aparté, Warrington, t'avais le sentiment qu'il voulait vraiment battre l'homme qui avait battu. L'homme qui a battu l'homme qui l'a battu lui. Tu vois ce que je veux dire? Comme Wood, il avait réussi à faire ce que lui n'a pas fait, c'est-à-dire prendre sa revanche sur Lara. Et c'est assez beau la débauche d'énergie qu'il a donnée pour tenter de le faire. Victoire de Legwood qui confirme en gardant sa ceinture. En regardant le combat, je me disais, je préfère quand même que Legwood conserve sa ceinture et pas qu'on ait une catégorie où les titres valsent d'un champion à l'autre. Ça serait bien quand même qu'il reste champion et qu'on ait une défense de titre. Alors, Thibaut, avec qui j'ai fait le dernier podcast, m'a envoyé un petit message ce matin en me disant que pour lui, Legwood ne resterait pas dans cette catégorie, qu'il montrait. Je sais pas ce que vous en pensez, j'en sais rien du tout. Je préférerais quand même qu'il reste, qu'on lui propose un joli chèque pour qu'il reste et qu'il défende sa ceinture contre les autres champions de la catégorie. Mais après, c'est vrai qu'on l'avait bien dit, Legwood, il est quand même un peu plus âgé, notamment que Josh Warrington, et peut-être que, vous savez, avec l'âge, c'est plus en plus compliqué de rester dans les catégories. Et en parlant de changement de catégorie, on va passer maintenant au combat opposant deux illustres mi-lourds qui sont montés de catégorie chez les lourds légers. C'est vrai que c'est un facteur qu'on n'a pas pris en compte lors de notre débrief, de notre analyse avant combat. Parce qu'en fait, j'avais vu passer des messages, des commentaires me disant « Oui, c'est leur premier combat, c'est les lourds légers ». Et comme j'étais pas sûr, j'étais pas allé vérifier l'info, j'avoue que je l'ai un peu oublié. J'étais pas allé vérifier l'info et du coup, j'en ai pas reparlé. Mais c'est vrai, c'était leur premier combat à tous les deux dans la catégorie des lourds légers. Alors c'est des petits lourds légers, hein, c'est ce que je me suis dit en les regardant sur le ring. Je me suis juste dit, en fait, ces deux gars qui ont pas... En fait, ils ont fait la même prépa qu'ils font habituellement. Sauf que ils ont mangé à leur faim, quoi. Et sûrement un peu plus que leur faim. Parce que ils étaient pas... J'ai pas vu une transformation physique pour devenir de véritables lourds légers. Et d'ailleurs, ils étaient exactement au même poids tous les deux, mais ils sont pas totalement à la limite des lourds légers. Ils étaient à 191 livres, alors que la limite des lourds légers, c'est 200 livres. Donc, est-ce qu'ils s'étaient mis d'accord sur un catchweight? Mais voilà, en regardant leur physique et même leur boxe, j'ai pas vu des gars. En fait, pour moi, ils ont juste pas fait de cutting, tu vois. Le cutting, c'est t'affamer et te déshydrater pour faire le poids. Et après, tu recharges. Pour moi, ils ont juste pas eu besoin de faire de cutting et ils sont arrivés à leur poids normal, tu vois. Voilà, leur poids sans régime, sans rien. Bref, petit aparté un peu longue. Juste avant de zapper. Si sur cette soirée-là, je voudrais juste dire un petit mot. Comme j'ai pas vu le combat, j'en parlerai pas plus. Terry Harper et Cecilia Brækhus ont fait match nul. Donc c'est dans la catégorie de Super Welter. Donc la championne, donc si je me trompe pas, c'est Cecilia Brækhus qui détient les deux ceintures. Et donc elle reste championne. Ah non, attendez. Non, le titre WBO était vacant. Et le titre WBA, alors il est détenu par Terry Harper. Donc c'est Terry Harper qui reste championne. Excusez-moi, vous avez vu, j'ai pas... Ouais, c'est ça. Donc, Terry Harper reste championne, donc il y aura peut-être un combat revanche. Mais il faut que je le regarde. Peut-être que c'est un match nul un peu maison. Je ne sais pas. Voilà, il faudrait que je regarde ça. Enfin, je dis maison, attendez. Oui, parce qu'elle est anglaise. Je regarde en même temps et c'est la Brækhus. Je crois pas qu'elle est pas... Elle est norvégienne, d'accord. Et elle est originaire de Colombie. Donc peut-être qu'il y a eu un petit avantage maison, mais je peux pas en parler. Non, là je spécule. Je n'ai pas encore vu le combat, j'ai pas eu le temps. Donc je le regarderai tranquillement et j'aurai l'occasion sûrement d'en reparler quand on reparlera de combat et de boxe féminine. Ou s'il y a une revanche qui est décidée. Bref, passons maintenant, si vous le voulez bien, donc après cette belle soirée et ce beau combat chez les poids plumes, passons maintenant à un très beau combat aussi qui a eu lieu, cette fois-ci aux États-Unis, donc c'était dans la nuit pour le coup, entre Gilberto Ramirez, Zurdo, et Joe Smith Jr. Donc tous les deux sont, comme je vous le disais, montés après une belle carrière chez les mi-lourds. Après,
quand je me suis dit ils sont montés, c'est vrai que tu peux te dire que les deux se disent que la catégorie, les champions sont pas accessibles pour eux. Ramirez, il n'a pas vu le jour contre Bivol. Joe Smith, il avait fait un beau combat contre Bivol, mais il avait perdu, rien à dire. Et il s'est fait éteindre en 2 rounds par Arthur Beterbiev. Donc pour les deux, il y a aussi un choix assez malin de leur part de se dire peut-être que chez les lourds légers, c'est un peu plus ouvert pour avoir une chance mondiale. Vu leur passif, vous allez voir que ce combat-là les a tout de suite très très bien classés chez les lourds légers. J'en parlerai juste après avoir débriefé leur combat. Et donc ça va potentiellement leur ouvrir des portes à des combats contre les meilleurs combattants de la catégorie des lourds légers et surtout un championnat du monde. Ça, on en parlera juste après. Le combat, qu'est-ce que ça a donné? Zurdo Ramirez a un petit peu à l'image de Wood été intelligent dans sa boxe. Il a boxé, il n'a pas cherché à éteindre Joe Smith Jr., qui est un boxeur solide, qui aurait été compliqué justement à bousculer. Et il a réussi à amener le combat à distance. On avait dit que Joe Smith Jr. avait un peu plus d'allonge, mais il n'a pas une boxe qui cherche à travailler à distance. Il a plutôt une boxe où il va avancer sur toi, essayer de te connecter, bien travailler au corps. Ça, il l'a bien fait contre Ramirez. Pour moi, c'était là la clé, d'aller bien faire mal au corps à Ramirez et puis remonter à la face, avec notamment le cross du bras arrière qui a été assez efficace, mais c'était pas suffisant. Ramirez est solide. Voilà, on l'a bien vu, il est solide. Même si je trouve que pour des lourds légers, parce que maintenant il faut considérer pour des lourds légers, ça ne sera pas des gros punchers, tu vois. Autant c'était des boxeurs qui envoyaient quand ils étaient en mi-lourd. Là, je trouve que pour des lourds légers, j'ai pas vu, je les vois pas, ils seront pas les plus inquiétants en termes de punch. Par contre, techniquement, c'est propre. Ramirez, je pense qu'il peut poser vraiment des problèmes au meilleur de la catégorie des lourds légers, et puis il a l'air assez solide, hein. Et puis physiquement, je pense qu'il aura de quoi proposer, parce que c'était un très grand mi-lourd. Donc, il a été intelligent, même quand il se faisait déborder, même quand Smith reprenait un peu le combat, même quand il était touché, même s'il n'a jamais été complètement ébranlé. Je n'ai pas souvenir de moments où il est vraiment dans le mal, tu vois. Mais Smith, boxeur très dangereux, qui doit poser des problèmes, au corps notamment, mais Ramirez intelligent. J'ai trouvé Zurdo intelligent dans ce combat. Je trouve que c'est un combattant... l'impression que ça m'a donné, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, j'ai vu un combattant qui a appris de son combat contre Bivol. Tu vois, il y a des gars, tu te dis, bon ok, ils ont rencontré un mec plus fort qu'eux, mais en aucun cas ça a remis en question leur boxe. Et là, moi j'ai vu un Zurdo, je l'ai trouvé plus mature dans sa boxe, plus intelligent, plus maîtrisé, plus mesuré. Il savait accélérer quand il fallait. Il a géré les moments les temps forts de Smith. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il a fait un beau combat, même si je vous dis, je ne suis pas rassuré pour cette catégorie en termes de punch, il ne me semble pas des plus inquiétants. Et d'ailleurs, en allant chercher une petite photo pour illustrer mon podcast, j'ai vu sur les réseaux que c'était un combat éliminatoire à la WBA pour avoir du coup une chance contre le champion du monde WBA qui est Arsène Goulamirian. Donc aujourd'hui, et c'est là que c'est marrant, parce que si tu regardes donc du coup Gilberto Ramirez, Zurdo, ce combat-là contre Joe Smith Jr., je vous ai bien dit, donc première fois que tous les deux font un combat dans la catégorie des lourds légers, cette victoire l'a fait directement passer numéro 1 box-rec de la catégorie des lourds légers. Smith est passé 11e mondial de la catégorie des lourds légers. C'est fou, hein. Et après, voilà, c'est un algorithme, c'est par rapport aux combattants qu'ils ont affrontés précédemment, mais que ça prenne pas tant en compte le changement de catégorie, moi je trouve pas ça juste. On a des champions en titre. Alors Arsène, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, c'est normal pour moi qu'il baisse dans les classements, parce que voilà, l'activité fait que les mecs qui combattent, ils remontent. Mais quand tu as un Jay Opetaia qui a combattu la semaine dernière, et qui n'est pas, donc du coup, grâce à la victoire de Zurdo sur Smith, Zurdo lui passe devant. Et pour moi, en fait, non, je trouve pas ça logique du tout, en fait. C'est pas normal. C'est pas normal du tout qu'un champion en titre qui défend ses ceintures ne soit pas numéro 1 box-rec. Donc parfois l'algorithme, ça te fait dire un peu n'importe quoi. T'as Badou Jack, du coup, qui est en 3e position. Chris Billiam Smith, qui est le champion, si je dis pas de bêtises, IBF. J'essaie de vérifier en même temps que je vous parle, les gars. WBO. Et donc, IBF, ça doit être Jay Opetaia, alors. Parce que je croyais qu'il avait le titre WBO, mais non, il doit être là-bas. Parce que Badou Jack a le titre WBC et Arsène a le titre WBA. Donc, voilà, c'est ça. Alors moi, je vous avouerai que, alors, Ramirez Goulamirian, fantastique.
parce que pour Goulamirian, je pense qu'il le battra. Goulamirian battra Ramirez. Ça va être une super exposition pour Arsène et ça va être un gros chèque pour Arsène. Même si peut-être il faudra qu'il fasse quelques concessions pour signer avec Golden Boy, mais même de son côté, j'aurais peut-être même tenté le coup de signer un deal avec Golden Boy si jamais il remporte le combat. Tu vois, j'aurais tenté un truc de ce côté-là. Parce que franchement, en fait, si Arsène prend Ramirez, c'est limite le combat qu'on n'attendait plus. Arsène, ça fait pas mal de combats où il prend des mecs où ça intéresse personne en fait. Genre, ça intéresse. Quand je dis ça intéresse personne, ça intéresse nous. Nous, on est comme des fous de voir Arsène boxer. On est content, tu vois, c'est notre champion du monde, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, à l'international, tout le monde s'en cogne, tu vois. Alors que s'il prend Ramirez, il va faire un combat aux États-Unis, c'est génial, c'est génial. Donc, c'est limite le combat qu'on n'espérerait plus. Mais, sportivement, je préférais le voir affronter un des champions, tu vois. Et pas au Petaya. Pas au Petaya. Au Petaya, pour moi, c'est le meilleur de la catégorie, c'est celui qu'il faut éviter. Mais tu prends un Jack ou tu prends un Billiam Smith, moi je te dis, Arsène, il peut les cogner. Bref, donc, possiblement, Ramirez contre Arsène Goulamirian. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affiche. Est-ce que ça vous plairait de voir ce combat-là arriver dans la catégorie des lourds légers et voir cette défense pour Arsène ou, possiblement, un autre combat? Mettez en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ces deux soirées, de ces deux événements box. Et un petit dernier mot sur une soirée que je n'ai pas pu voir, la soirée qui a eu lieu à Tokyo. Donc pour nous, c'était en journée, samedi, donc hier. Et dans cette soirée-là, on m'a dit que donc voilà, deux frères combattaient, les frères Shigeoka, et tous les deux sont aujourd'hui champions du monde dans la même catégorie, la catégorie des poids pailles. Donc l'un, Yudai, est champion WBC et l'autre champion IBF. Et dans cette même soirée, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait Tomoki Kameda qui combattait. Tomoki Kameda, c'est un boxeur japonais que j'aime beaucoup. Et c'est l'un des frères Kameda, donc ces trois frères qui sont les premiers frères boxeurs de l'histoire de la boxe. Donc c'est dans le livre des records, ils sont inscrits dans le livre des records, à être champions et à avoir défendu leur titre dans la même soirée, donc en même moment. Donc voilà, c'est les seuls trois frères qui en même temps étaient champions du monde, voilà, au même moment, tous titrés. Donc voilà, sacrée famille de boxeurs. Bref, ceci étant dit, si quelqu'un, par hasard, aurait la possibilité de m'envoyer un lien pour voir cette réunion de boxe, eh ben, il y a mon mail, voilà, en description de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer ça parce que j'aimerais beaucoup, du coup, regarder ces combats-là. J'ai pas réussi. Donc là, juste avant de lancer le podcast, j'ai cherché rapidement à essayer de voir si je pouvais au moins avoir quelques images. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais pas perdre plus de temps. J'avais vraiment envie de réagir à la soirée aux États-Unis et à la soirée en Angleterre. Et pourquoi pas, on garde ça pour faire une vidéo dédiée à ces frères japonais là qui sont du coup champions du monde dans la catégorie des poids pailles. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. En parlant de Japon, moi je vais aller voir le match de rugby Japon-Argentine parce que je pense que ça promet de faire des étincelles. Hier, j'étais à deux doigts d'exploser de joie grâce aux Samoans. Bon, finalement, j'étais un petit peu déçu. C'est pas grave, voilà, ils sont pas passés loin de battre les Anglais. Mais là, cet après-midi, je vais vibrer pour les Japonais qu'ils nous vengent de ces satanés argentins qui nous ont battus à la Coupe du Monde de foot. Allez, c'était une sacrée semaine sportive en général. Moi, je me suis bien régalé. Si vous êtes là parce que vous êtes seulement préoccupé par la boxe anglaise, vous vous en foutez complètement de tout ce que je viens de raconter. Et pour les autres, je trouve qu'on s'est plutôt régalé entre la Ligue des Champions, la boxe, et puis aussi la Coupe du Monde de rugby, le PFL le week-end dernier. Non, en ce moment, franchement, ça va, ça va. On est bien. En termes de sport, il y a de tout. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, ciao. Abonnez-vous. Voilà, souscrivez à la chaîne principale, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Fighting!